السلام عليكم، مرحبا بكم عندي من جديد في القناة ديالي مريم فيزيك. هذا الفيديو اليوم خصيصا الناس اللي كانت طلبتني باش انني ندير دروس باللغة الفرنسية، وان شاء الله غادي نبداو على بركة الله. اول درس من دروس الدورة الثانية الثالثة اعدادي، mouvement et repos. Prenons le premier mot qui est mouvement. Qu'est-ce qu'un corps en mouvement? Qu'est-ce que ça veut dire un corps qui est en mouvement? Tout simplement, un corps en mouvement, c'est un corps qui se déplace au cours du temps. C'est un corps qui change de position, au cours du temps. Et qu'est-ce qu'un corps au repos? Tout simplement, c'est un corps qui ne change pas de position au cours du temps. Très bien. Alors, si on pose la question, qui est en mouvement? Prenons cet exemple. Qui est en mouvement? Le corps A? Est-ce que c'est le corps B? Dans ce cas, il est difficile, il est presque impossible de voir une seule réponse. Pour ceci, on doit toujours poser une deuxième question par rapport à qui? Par rapport à quoi? Le corps A est en mouvement, par rapport à qui? Le corps B est au repos, par rapport à qui ou par rapport à quoi? Pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il suffit de choisir, de déterminer un corps de référence ou ce qu'on appelle le référentiel. Bien, ici on peut conclure une chose, c'est que le mouvement ou bien le repos, ce sont des notions relatives. Pour mieux comprendre les notions de mouvement et repos, je vous conseille d'observer l'image, l'exemple attentivement et on va essayer ensemble de répondre à ce petit tableau. Si vous observez bien l'image, vous allez voir que le corps A ou bien la personne A ne change pas de position, comme je vous ai précisé tout à l'heure concernant la définition de mouvement. Le corps A ne change pas de position par rapport à B. Ça veut dire B voit que le corps A est au repos. Donc, on va écrire que A par rapport à B au repos. D'accord? R, c'est au repos. M, mouvement. Passons à la personne A par rapport à la personne C. Ça veut dire l'objet de référence ici, c'est la personne C qui est en dehors du train. Alors, si vous voyez, le train a démarré, d'accord, il bouge. La personne C voit que le train bouge et la personne A est dedans. Donc, automatiquement, A est, oui, il est en mouvement. Bien. A par rapport à la gare. La gare, si elle avait des yeux, on imagine que la gare a deux yeux. Elle est en train de voir la personne A en mouvement. Oui, en mouvement. B. La personne B assise. Comment est-ce qu'il est en mouvement ou au repos par rapport à A? A assise en face de la personne B, il ne se déplace pas, il ne change pas de position, donc il est au repos, oui. B par rapport à C, la même chose, C en dehors, B s'assoit dans le train démarre, donc on dit que B par rapport à C en mouvement. La même chose, B par rapport à la gare en mouvement. Je pense que tout le monde a passé par l'expérience d'être dans la voiture ou dans les bus ou dans les trains, et quand le train démarre, on voit toujours les personnes qui sont en dehors comme si c'est eux qui sont en mouvement, comme l'exemple des arbres. Vous voyez que des fois on imagine que les arbres ce sont eux qui se déplacent, qui courent. Donc ici, qu'est-ce que peut-on dire? Que C par rapport à A, il est en mouvement, oui. B, la même chose, oui. B, il s'assoit à côté de A et il voit que la personne C se déplace, donc il est en mouvement. Et C par rapport à la gare, d'accord? La gare, si elle avait des yeux,
elle va voir C à côté d'elle. Il ne bouge pas, il ne change pas de position, il est au repos. Alors maintenant, on va imaginer une autre situation et vous êtes en plein désert, d'accord? Et un de vos amis est disparu. Comment peut-on le trouver, à votre avis? Facile, non? Il suffit juste de suivre ses pas. Je dois suivre les pas de mon ami. Si je lis les positions, par exemple, il a changé de position comme ça, par exemple. Et si je lis les points hindous, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une ligne. En physique, la succession des points qui sont liés par une ligne, on l'appelle trajectoire. Donc, qu'est-ce qu'une trajectoire? C'est la droite qui lie les différentes positions d'un corps en mouvement. Et il existe 3 types de trajectoires. Parce qu'un corps en mouvement, il ne va pas se déplacer toujours dans la même trajectoire. Et il y a une trajectoire rectiligne, d'accord? Une trajectoire circulaire et une trajectoire curviligne. Comme je vous ai précisé, il existe 3 types de trajectoires. Et puisqu'on parle d'une trajectoire, on doit la lier au mouvement. Il existe aussi des types de mouvements. On va parler du premier type de mouvement qui est le mouvement de translation. Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement de translation? Par exemple, on a une voiture A se déplace de la position 1 vers la position 2. D'accord? Copier-coller. Elle ne change pas de direction, elle ne change pas de sens, elle ne change pas de module. C'est la translation. Regardez cet exemple. D'accord? C'est la translation. C'est la translation. Comment cette translation? Elle est rectiligne. Elle est rectiligne. D'accord? Rectiligne. Passons au deuxième type de mouvement. Puisqu'on a une trajectoire circulaire, on va parler d'un mouvement de rotation. Alors, on va entamer tout de suite la nature de mouvement. C'est un mouvement, oui, on a une voiture qui se déplace, on a une personne qui se déplace, mais comment elle se déplace? Ici, on parle de la nature de mouvement. Je vais vous donner un exemple d'une translation rectiligne d'une voiture. Observez bien observez bien la distance entre les positions, d'accord, de la voiture. Regardez bien. Alors, qu'est-ce que vous observez? Comment est la distance entre les points? On a la même distance entre les deux points. On a la même distance. Donc, on appelle cette nature de mouvement, c'est un mouvement, comment il est? Rectiligne, d'accord, mais uniforme. Uniforme. La nature est très simple. Il suffit juste d'observer la distance. Si la distance entre les points sont les mêmes, ça veut dire la nature de mouvement est uniforme. Si, par exemple, comme le deuxième exemple, comme ceci, on commence petit à petit et puis après, la distance augmente entre les points. On appelle ça un mouvement rectiligne. Toujours, on ajoute le mot rectiligne, c'est important. On parle d'un mouvement rectiligne, d'accord? Un mouvement de translation rectiligne. Rectiligne. Ici, on a rectiligne uniforme. On commence petit à petit ici. Puis la distance augmente entre les points. C'est un mouvement rectiligne, mais il est accéléré. Accéléré. Il existe ainsi troisième nature de mouvement, c'est le contraire d'accélérer. C'est regardez, la distance entre les positions sont éloignées au début, puis après, les points se rapprochent.
Bien, donc on appelle ceci un mouvement rectiligne, mais il est retardé. Très bien. Rectiligne, retardé. S'il vous plaît, ici, je voudrais juste préciser que le temps reste fixe, il ne change pas. La durée reste la même. Ce qui change ici, c'est la distance. Soit la distance est la même, on dit que le mouvement est rectiligne uniforme, soit la distance augmente entre les points, on dit que le mouvement est rectiligne accéléré, soit la distance entre les points diminue, on dit que le mouvement est rectiligne retardé. Généralement, quand on parle d'un corps en mouvement, il faut toujours le lier à une grandeur physique importante, c'est la vitesse. Bien, imaginez, on va toujours imaginer une situation et on va parler de deux collègues qui sont venus, sont convaincus, chacun est convaincu que sa voiture roule à une grande vitesse. Chacun dit que sa voiture est la plus rapide. Comment peut-on juger entre les deux? D'abord, il faut préciser, pour comparer entre les voitures, il faut préciser la distance. Imaginons que les deux voitures démarrent d'Oujda vers Casablanca. La distance entre Oujda et Casablanca est presque 600 km. La voiture A parcouru une durée de, par exemple, on mettait A, une durée de 6 heures. La deuxième voiture a parcouru une distance de 600 km et d'un temps de 5 heures, par exemple. Alors, comment peut-on préciser? Est-ce que, d'après ces données, peut-on juger? Oui, on peut juger, mais il nous faut toujours, en physique, il faut toujours des calculs scientifiques, des calculs logiques. On a besoin d'une formule mathématique pour prouver que l'une des voitures est plus rapide que l'autre. Donc, il suffit juste de se rappeler que la vitesse s'écrit sous la forme V est égal D sur T. D'accord? La vitesse, c'est le rapport de la distance parcourue sur le temps. Bien. L'unité internationale de distance est le mètre. L'unité internationale du temps est seconde. Donc, l'unité internationale de la vitesse est mètre sur seconde. C'est simple. Mètre sur... Je vous laisse le temps de prendre une feuille et un stylo. Et pour calculer la vitesse de la voiture A et la vitesse de la voiture B à partir des données et bien sûr de l'expression de la vitesse. C'est bon, le calcul est fait? Très bien. Alors, si vous avez bien calculé la vitesse de la voiture A, vous allez trouver que la vitesse A est égale 100 km par heure et la vitesse de la voiture B est égale 120 km par heure. Ici, on peut juger avec certitude que la voiture B est plus rapide que la voiture A. Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement parcouru une distance de 120 km par heure, alors que la voiture A parcouru juste 100 km par heure. Je sais que certains d'entre vous se demandent, Madame, tout à l'heure, vous nous avez dit que la vitesse, l'unité internationale de la vitesse est mètre par seconde. Mais vous avez calculé la vitesse en kilomètres par heure. Ici, la vitesse a deux unités. Oui, elle a certainement une unité internationale qui est le mètre par seconde, mais il existe aussi une unité usuelle qu'on utilise souvent, c'est le kilomètre par heure. Mais comment peut-on convertir du kilomètre par heure en mètre par seconde? On divise par 3,6 et du mètre par seconde en kilomètre par heure, on multiplie 3,6. Vous avez déjà calculé la vitesse en kilomètres par heure, puis il vous demande de calculer la vitesse en mètres par seconde. On utilise la méthode que je viens de vous l'annoncer.
Donc 100 km par heure, il suffit juste de prendre 100 et quoi? Et la diviser par 3,6 pour avoir la valeur en mètres par seconde. Si vous avez remarqué, toutes les parties de cette leçon liées l'une à l'autre. La dernière partie, on va parler de l'excès de vitesse. Une voiture ou un conducteur qui roule à une grande vitesse, malheureusement, peut causer la mort, peut causer des accidents graves. Alors, le programme de 3e année collège, vous êtes censé à calculer ce qu'on appelle la distance d'arrêt. Vous devez calculer ou bien vous devez savoir est-ce que le conducteur, la voiture, a pu s'arrêter avant l'obstacle ou bien il y aura un choc. Imaginez que je suis le conducteur et devant moi il y a un obstacle. Entre moi et l'obstacle, on peut dire que la distance est par exemple 120 mètres. C'est la distance entre le conducteur et l'obstacle. Je suis en train de rouler tranquillement et j'ai remarqué de loin qu'il y a un obstacle. Est-ce que j'arrête la voiture et j'attends? Est-ce que j'arrête la voiture et je commence à analyser, de penser, est-ce que je m'arrête ou oui? Bien sûr que non. Je dois rouler et en même temps, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de penser à une réaction. Donc, j'étais là, j'étais en train de rouler, d'analyser, d'accord? Cette distance parcourue, on l'appelle distance de réaction. Distance de réaction. Bien. Alors, j'ai remarqué que c'est un obstacle, je suis en danger, automatiquement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois freiner, c'est bon, c'est un danger, alarme. Le cerveau donne l'ordre au pied pour freiner. Donc ici, est-ce que la voiture va s'arrêter tout de suite? Bien sûr que non. N'importe quelle voiture, elle va s'avancer un petit peu, puis elle s'arrête. La distance, cette distance, on l'appelle distance de freinage. Distance de freinage. Bien, alors, quelle est la distance d'arrêt? J'étais là, je me suis arrêtée ici. La distance d'arrêt, alors, est égale à quoi? La distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Très bien. Alors, pour à n'importe quelle situation, vous voulez calculer la distance d'arrêt. Il suffit de savoir la distance de réaction plus la distance de freinage. Et on va voir, est-ce que cette distance a dépassé la distance entre le conducteur et l'obstacle ou bien non. Par exemple, ici, je vous donne la distance de réaction et 80 mètres, par exemple. Plus la distance de freinage, par exemple, est égale à 20 mètres. Donc, la distance d'arrêt est égale à 100 mètres. Est-ce qu'il y a un choc? 100 mètres et la distance entre le conducteur et l'obstacle est 120. Puisque 100 mètres est inférieur à 120 mètres, donc il n'y a pas un choc entre le conducteur et l'obstacle. Il existe certainement des facteurs qui influencent sur la distance d'arrêt. Ça veut dire la voiture, ça peut qu'elle dépasse l'obstacle. Alors, quels sont ces facteurs qui influencent sur la distance d'arrêt? C'est l'état du conducteur, l'état du véhicule et l'état de la route. Et c'est fini, on a terminé le cours d'aujourd'hui, mouvement et repos, vitesse.
N'oubliez pas de réviser les précautions de la sécurité routière ainsi les dangers qui peuvent être causés par la vitesse. Et si vous avez des commentaires ou des observations, n'hésitez pas à me les écrire. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage, à la prochaine.